Bonjour, je suis Gabrielle Légeret de l'association De l'or dans les mains. Dans cette nouvelle saison du podcast, avec Jean-Sébastien Decaux de Terre et Fils, nous prenons la route à la découverte des manufactures artisanales de notre territoire. Si je vous dis jeux en bois, pensez-vous au Jura et à ses forêts de hêtres ? Et si je vous dis céramique, pensez-vous au grès issu de matières minérales que l'on trouve dans la vallée de la Céramique qui traverse la Saône-et-Loire ? Des massifs jurassiens à la côte basque, la France regorge de savoir-faire. Des matières produites dans nos régions, des gestes qui se renouvellent au fil du temps, au sein de manufactures portées par des artisans et des entrepreneurs. C'est l'histoire des savoir-faire de nos géographies. Et c'est de cela dont nous allons parler dans ce podcast en partant sur les routes de France à la découverte des manufactures artisanales. Un itinéraire de l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Fils. Une route submersible de 4,2 km dans la mer relie le continent à l'île de Noirmoutier. Et lorsque la mer se retire, elle laisse les voitures glisser sur elle pour atteindre l'île au vieux marais salant. Au port de Noirmoutier, les bateaux sont alignés en rang d'oignons en attendant le printemps pour reprendre le large. Les voiles, qui l'été dansent et se gonflent au gré du vent comme de grands draps blancs, sont rangées dans l'atelier de la voilerie Burgot où trônent les voiles du Bélem et de l'Hermione. Chez Burgot, maison de voile depuis 1910, les voiles y sont découpées, cousues, recousues, reconsolidées ou réparées. Les doigts d'Alexia, ancienne cordonnière, s'agitent minutieusement pour coudre les renforts de vieilles voiles confiées à l'atelier pour être hissées sur le bateau de leur propriétaire au printemps. Et parfois, il s'agit de centaines de mètres carrés de voiles, en lin, en coton, en synthétique. Bref, la voilerie Burgot est un de ces extraordinaires joyaux qui gravitent autour des bateaux de l'île. Et c'est une belle histoire de famille. Delphine vient de reprendre les rênes auprès de son père Jean-Pierre et je les retrouve au cœur de la voilerie depuis laquelle on peut deviner au loin les marais salants. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous. La voilerie, c'est une véritable histoire de famille chez vous. Jean-Pierre, vous nous raconteriez un peu l'histoire de cette voilerie ? Je crois qu'elle a été créée par Émile, votre arrière-grand-père, en 1910. À cette époque, j'imagine qu'on ne faisait pas des voiles comme aujourd'hui et les besoins n'étaient pas les mêmes. Alors, c'est Émile Burgot, mon grand-père, qui a créé l'entreprise. Il a créé cette entreprise en 1910. Il était très jeune, il avait environ 18 ans. Il avait une formation en voilerie et il s'est installé sur le port de Noirmoutier en rachetant l'entreprise chez qui il avait fait son apprentissage de voilier en 1910. Donc l'idée, il s'est installé pour fabriquer des voiles à l'époque en coton, c'est-à-dire en matière naturelle. Et ces voiles s'adressaient aux bateaux de transport de marchandises, puisqu'on est sur une île à Noirmoutier, et qu'il faut transporter le charbon, le sel, le bois, les matériaux. Et puis, il a fabriqué aussi des voiles pour les bateaux de pêche, puisque autrefois, les bateaux de pêche étaient à la voile. Si on revient sur les matériaux utilisés, mais bien sûr, ça a beaucoup évolué, puisque à l'époque, on travaillait le chanvre, le lin et le coton. Ces matières, après, étaient transformées, ou du moins améliorées, avec des poudres, de l'huile de lin, etc., pour que ces matières soient un peu plus durables. Et j'imagine que quand vous êtes arrivé à l'âge de 18 ans ? Moi, j'ai toujours travaillé, donc j'imagine que quand j'étais tout petit, je courais entre les rayons du magasin de mes parents, mais que j'ai réellement commencé à travailler à l'âge de 20 ans. Je suis parti chez mon oncle. Mon oncle était voilier aussi, parce que c'est une famille de voiliers. Mon oncle était voilier à Cuers, dans le Var, et cette voilerie fabriquait des voiles pour des grands bateaux. Et j'ai travaillé avec mon oncle pendant un certain temps qui, au bout d'un moment, mon père m'a rappelé pour venir travailler à Noirmoutier parce qu'on avait beaucoup de travail et que de toute façon, l'objectif était de revenir travailler dans l'entreprise familiale. Après avoir fait ses armes ailleurs. Après avoir fait ses armes, oui, puisque en fait, la famille de voiliers, donc je répète, mon grand-père est voilier, il a 2 fils,
un qui va s'installer à Nantes et un autre qui s'installe à Noirmoutier comme voilier, donc c'est mon père. Et mon oncle, lui, a fabriqué des voiles pour la Coupe América et pour Marcel Bic en 1974. Donc il a eu une carrière très différente de mon père, puisqu'il a fait les voiles de la Coupe América sur 2 ou 3 défis. Et en 1910, on est quelques années avant la Première Guerre mondiale. Vous avez des brides de ce qui s'est passé pour votre voilerie à cette époque-là ? Mais en fait, mon grand-père a eu un accident, il s'est mis un coup de couteau dans l'œil. Et grâce à ça, il a été épargné de la guerre de 14-18. Et grâce à ça, il a continué à exercer, alors avec le peu de matériaux qu'ils avaient à cette époque-là, bien évidemment, il a continué à exercer son métier pendant la guerre. Et on est en quelle année quand vous arrivez dans la voilerie ? Moi, je suis arrivé dans les années 80. Et dans les années 80, quels étaient les principaux métiers ? Est-ce que c'était les mêmes qu'aujourd'hui ? Alors, je vais revenir pour expliquer les métiers sur le travail de mes parents, puisque mon père a repris l'entreprise, lui, dans les années 50-60. Et là, c'est une énorme transformation du métier, puisque les nouvelles matières synthétiques arrivent, et donc par la démocratisation aussi de la voile de plaisance. Et donc, il y a une énorme transformation dans l'approche du métier de voilier, puisqu'on va fabriquer des voiles dans des matériaux synthétiques, donc des voiles qui vont beaucoup moins se déformer, qui ne vont pas pourrir, qui vont beaucoup mieux tenir au temps. Et donc, moi, je reprends la suite où j'arrive dans l'entreprise dans les années 80. Et dans les années 80, l'entreprise, la voilerie, la partie fabrication de voiles est dédiée à la fabrication de voiles en série. C'est-à-dire, il y avait plein de petits chantiers à l'époque qui fabriquaient des petites séries de bateaux. Et donc, il y avait plein de petits artisans comme nous qui fabriquions les voiles pour ces petits chantiers qui fabriquaient des bateaux. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas faire 2 fois la même chose. Et donc, très vite, j'ai compris que ce n'était pas ce dont je rêvais dans la voilerie Burgo. Donc, j'ai doucement modifié l'activité en supprimant tout doucement la fabrication des voiles en série, parce qu'une fois qu'on en a fabriqué une, après, notre seul souci, c'est d'en fabriquer la 2e et la 3e plus rapidement. Donc, si c'était ça mon métier, ça ne me plaisait pas. Donc, on est aussi à l'époque, on va refaire un tout petit peu de politique, on est à l'époque où Mitterrand arrive président de la République, mais principalement Jacques Lang qui est au ministère de la Culture. Et là, Jacques Lang, il est généreux. Ça veut dire qu'il est généreux, il s'intéresse au patrimoine maritime. En s'intéressant au patrimoine maritime, il apporte des subventions ou à la restauration de bateaux anciens ou à la fabrication de bateaux neufs partant d'un bateau ancien. Donc, à l'époque, on se souvient aussi qu'il y a une revue qui s'appelle le Chasse-Marée qui naît et on retrouve en abonné du Chasse-Marée tous les amoureux de ce qu'on appelle des vieux gréements. Le patron du Chasse-Marée, dans les années 80, il veut tester un petit peu les entreprises qui seraient sensibles pour fabriquer, comme ça se faisait autrefois, des bateaux ou des voiles traditionnelles. Il s'adresse à 5 ou 6 voiliers en France et mon père reçoit le courrier, il me propose cette idée-là, je saute dessus tout de suite et là on prend la voiture et on va à Douarnenez et on rencontre le rédacteur en chef Bernard Cadoret du Chasse-Marée. Il y a une fusion qui se fait très rapidement puisqu'il y a mon père qui lui a appris à travailler à la main grâce à son père et il y a moi qui suis jeune et qui ai envie d'apprendre. Donc très vite, Bernard Cadoret nous fait confiance et nous confie la fabrication des voiles de son propre bateau. Bernard Cadoret, rédacteur en chef du Chasse-Marée, est l'ambassadeur de la voilerie Burgo dans les années 80 pour donner notre adresse à tous les gens qui sont sur le point ou en train de faire fabriquer ou restaurer un bateau traditionnel. Donc vous avez beau être à Noirmoutier, vous faites des bateaux
de partout dans le monde, en Europe en tout cas? Alors, partout dans le monde, ce serait prétentieux. Quand on est à l'extérieur, c'est anecdotique. Mais on a réellement fait, effectivement, des voiles, par exemple, pour un boutre à Mayotte. Bref, on travaille principalement pour la France, puisque les prochaines voiles qu'on va faire, par exemple, on va fabriquer les voiles de la barque du Léman. La barque du Léman est une très très jolie barque, qui est un bateau classé monument historique, et on va fabriquer 3 voiles, 2 voiles du type voile latine et une voile d'avant, le tout pour environ fini 400 mètres carrés. Aujourd'hui, vous êtes en train de transmettre l'entreprise à votre fille Delphine. On peut lire d'ailleurs sur votre devanture « Voilerie Burgo de père en fille ». J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle est très rare. Père avec un S d'ailleurs. Comment est-ce que s'est passée cette transmission pour vous ? Vous avez connu votre grand-père, j'imagine. Comment est-ce que ça s'est passé aussi avec votre père ? Et comment s'est passée cette transmission avec votre fille ? Alors, moi, je n'ai pas connu mon grand-père. Mon grand-père était décédé. Je ne l'ai pas connu. Mais en fait, moi, je voulais être vétérinaire. Sans doute que les professeurs ne m'ont pas trouvé assez intelligent pour me diriger dans cette branche-là. Et le deuxième métier que je voulais faire, c'était voilier. Donc c'était assez naturel pour moi, sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans mon enfance, j'étais sur le parquet de voilerie à jouer ou dans les allées du magasin. Donc naturellement, c'était facile. Mais quand je dis ça, je pense à Delphine qui prend la suite. Je n'ai pas essayé de convaincre mes enfants de revenir dans cette entreprise. Je souhaitais que ce soit quelque chose de naturel comme ça l'avait été pour moi. C'est devenu quelque chose de naturel quand Delphine a atteint l'âge de 40 ans. Il y a quelques années, Delphine a évoqué l'envie de revenir pour une activité particulière pour la voilerie Burgo. Bien évidemment, j'ai accepté et puis tout doucement... le lien s'est resserré. Delphine a envisagé de reprendre la voilerie Burgo et de la diriger. C'était la belle surprise pour vous, j'imagine. Alors pour moi, c'est une très très belle surprise, bien évidemment, parce que moi, je n'avais pas préparé ma succession déjà, pour un certain nombre de raisons personnelles. Et donc, j'aurais envisagé autrement, effectivement, de revendre l'entreprise. Et donc, cette entreprise qui s'appelle Voilerie Burgo, elle aurait, de par son dirigeant, changé de nom. Donc, effectivement, accrocher une 4e génération à cette entreprise m'a fait terriblement plaisir. Et en parlant de transmission, est-ce que vous avez du mal à recruter ou vous avez eu du mal à recruter ? Alors, on est dans un métier extrêmement particulier si on parle du métier de la voilerie, puisque chaque voilier en France, je ne sais pas combien nous sommes, peut-être une centaine, mais on s'est tous mis dans un métier de la voilerie. Un métier de la voilerie, c'est-à-dire une niche de la voilerie. Comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, on a voilier spécialisé en fabrication de voiles traditionnelles, mais vous avez des voiliers qui vont fabriquer des voiles de kitesurf, par exemple. C'est pas du tout, on fait pas la même chose, pas avec les mêmes machines, pas avec les mêmes techniques. Donc nous, on est spécialisé dans la fabrication de voiles traditionnelles, c'est-à-dire pour des bateaux anciens. On a la majorité de nos clients ont des bateaux qui sont classés monuments historiques. Donc on est amené à avoir une lecture de la méthode traditionnelle qui était employée sur le bateau pour lequel on va travailler, qui n'est pas forcément la même sur le lac Léman que sur une côte bretonne ou le Pays Basque. Aujourd'hui, c'est des voiliers de plaisance sur lesquels vous travaillez. À l'époque de votre grand-père, les bateaux, ils servaient beaucoup dans le commerce, non ? Non, effectivement, aujourd'hui, on fabrique des voiles pour des bateaux traditionnels, mais ces bateaux traditionnels ne travaillent pas dans le sens travailler ou pour aller à la pêche ou pour transporter des matériaux, mais ce sont des bateaux qui sont armés, puisque c'est le terme, on dit armer un bateau, sont armés à la plaisance, c'est-à-dire pour le plaisir. Ce qui n'était pas le cas à l'époque de votre grand-père ? Pas du tout. Mon grand-père ne travaillait que pour des professionnels qui étaient armés pour travailler. Alors, une grande majorité, on est sur une île, c'est le transport des matériaux. Il y avait aussi, bien évidemment, un port de pêche à Noirmoutier et on fabrique aussi quelques voiles de bateaux de pêche. Maintenant, les bateaux de transport, il faut bien imaginer qu'ils étaient beaucoup plus gros, les bateaux de transport, que n'étaient les petits bateaux de pêche au port de l'Herbaudière.
Vous avez senti de vraies évolutions dans le secteur, c'est quoi, ces 30 dernières années, qui ont impacté votre travail Je pense que la plus grosse évolution, c'est mon père qui l'a connu par la transformation des matériaux et par le boom de la plaisance. Le boom de la plaisance, c'est Tabarly. Hein. Moi, en fait, j'ai fait comme un retour en arrière, puisque dans les années 80, on recommence à fabriquer des voiles comme nous fabriquions en 1910. Alors, l'atelier de voilerie, c'est un de vos savoir-faire. Vous les fabriquez, vous les entretenez, vous les réparez, vous les stockez. Mais ce n'est pas votre seul corps de métier. Non, on a plein d'autres corps de métier aussi au niveau de la voilerie. On va d'un côté travailler en fait toute la partie qui va être après le moteur, après l'alternateur. Nous, on va ce qu'on appelle refiter des bateaux, c'est-à-dire des bateaux qui sont un peu anciens. Il va falloir reprendre l'électricité, il va falloir reprendre tout l'eau à bord ou ce genre de choses. Donc nous, on va travailler sur cette partie-là, sur des bateaux qui vont être un petit peu plus anciens. On a cette partie-là. Et puis après, on a aussi un magasin. Et aujourd'hui, on est en train de développer la marque Voilerie Burgo, en partenariat avec 727 Sellbag sur des tissus à voile qui vont être recyclés. Et puis, on fait des sacs et notre logo est apposé dessus. Donc, c'est le logo, justement, de la voilerie en 1910. D'accord. Oui, j'ai vu que vous faisiez par exemple des poubelles avec des anciennes voiles. Et sur ces petites poubelles, on peut voir où est-ce qu'a été ces voiles, où est-ce qu'elle a voyagé. C'est assez magique. En fait, toutes les voiles avec 727 Sellbag ont toujours un petit écriteau à l'intérieur qui dit cette voile-là a navigué dans l'océan Atlantique ou ailleurs. Ce qui est très, je pense, sympa aussi pour le client qui vient et qui va pouvoir avoir son propre objet et s'approprier son propre objet. Alors, comme le disait votre papa, vous venez de reprendre la voilerie. C'est magique d'avoir une histoire de famille qui se transmet encore une fois. Enfin, c'était pas inné pour vous, ça relevait pas de l'évidence de reprendre cette voilerie. En fait, je sais pas. Moi, j'ai eu surtout besoin de bouger. Je suis née à Noirmoutier. Je suis partie parce qu'il n'y a pas d'internat pour le lycée, donc je suis partie à 45 minutes de voiture d'ici. J'ai été interne. Et puis derrière ça, j'ai eu besoin de bouger, de pas passer ma vie en fait à Noirmoutier. Donc je suis partie. J'ai commencé donc à travailler assez jeune parce que je n'avais pas envie de faire d'études. Donc je suis partie, j'ai commencé à Angers dans une petite boutique qui s'appelait à l'époque le Montreur d'Ours et j'étais responsable de magasin tout de suite. J'ai passé 2 ans là-bas et puis au bout de 2 ans, je suis allée au Salon Nautique de Paris qui a lieu tous les ans au mois de décembre et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit on cherche quelqu'un sur le magasin de la Trinité-sur-Mer, donc qui est exactement le même magasin d'accastillage U-Ship que le nôtre à la Trinité. Et j'ai dit, allez, on y va. Là, je fais quelques années là-bas. Voilà, j'ai des enfants. Voilà. Et puis, à un moment, j'arrête ça pour partir dans la restauration. Donc, effectivement, il n'y avait pas de lien direct. Et puis, voilà, j'ai fait le tour de la restauration. Je suis repartie sur autre chose. J'ai été auxiliaire de vie pour des enfants handicapés. Donc, rien à voir aussi. Et puis, à un moment, la vie fait que mon frère était revenu un petit peu travailler à la voilerie, dont certainement l'envie de reprendre la voilerie. Et puis, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça n'a pas été limpide dans le travail avec mon père. Ça n'a pas été ça. Mon frère est reparti. Et à ce moment-là, en fait, je me rends compte que mon père a quasiment 60 ans. Et que cette entreprise risque de changer de nom. Donc ça a été ma première difficulté, que l'entreprise change de nom. Donc je vais voir mon père, je lui dis je suis un petit peu la voilerie, si elle part et si tu la vends, c'est compliqué. Moi je veux reprendre la voilerie. Et il m'a dit non, Delphine, tu dois pas revenir pour ça. C'est pas possible. Si tu reviens à la voilerie, c'est que tu as envie de faire ce métier.
Alors voilà, je repars, je réfléchis, je continue. Donc là, du coup, je travaille pour lui. Et puis en fait, je crois qu'à un moment donné, c'est devenu complètement limpide chez moi. Le cri du cœur. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis en fait, je pense que aujourd'hui, je m'amuse dans ce métier-là. Moi, j'aime beaucoup le contact avec les gens. J'aime le bateau. En fait, je crois que Le bateau a toujours été important dans votre vie, quand même. Le bateau a toujours été important dans ma vie. Alors moi, j'en fais pas tant que ça. Mon père donc a un petit bateau et j'ai la chance une fois de temps en temps d'aller faire un peu de bateau quand on peut. Le truc c'est que c'est un métier qui est très chronophage, très saisonnier. Donc c'est-à-dire qu'en fait nos périodes les plus calmes ça va être janvier-février et encore les périodes où on est obligé d'être ultra présent sont dans le printemps, l'été, l'automne, des périodes où effectivement on pourrait faire du bateau. J'allais y venir là. Qu'est-ce que vous faites l'hiver alors que les bateaux sont rangés et les voiles précieusement stockées au-dessus de notre tête jusqu'au printemps? Sur toute la partie voilerie, donc une fois au mois d'août, septembre, octobre, les gens ont fini de faire du bateau. Donc ils nous rapportent leurs voiles, on va les hiverner, on va les remettre en état pour l'année suivante. Une fois que ça c'est fini, on va nettoyer le plancher et là, on va s'atteler à refaire toutes les voiles neuves de façon à ce qu'elles soient prêtes pour le printemps et que les clients puissent repartir avec au printemps. L'hiver aussi, c'est le moment où on va, ce que je disais, donc prendre des chantiers sur les bateaux justement pour les remettre en état, c'est-à-dire toute la partie électrique, toute la partie... toujours dans le même souci pour que nos clients puissent repartir naviguer au printemps sur leur bateau en bon état. L'hiver, sur la partie magasin, on va préparer la saison. Et là, c'est les périodes au mois de février où on va commencer à rentrer la marchandise parce que c'est pareil, on est toujours sur un travail très saisonnier. Ce qu'il faut voir, c'est que Noirmoutier, l'hiver, il y a peut-être 10 000 habitants, mais l'été, c'est multiplié par un nombre assez incroyable. Donc, on va recevoir la marchandise aussi pour tout l'été. Et ça, c'est du gros travail à préparer. Dans votre atelier, vous avez des machines à coudre, oui. De très grandes machines à coudre, j'ai vu, des rouleaux de tissu, des cordes aussi. Oui. Quels vont être les matériaux pour fabriquer une bonne voile? En fait, c'est difficile de vous répondre comme ça parce que ça va dépendre si on va faire de la voile traditionnelle, si on fait de la voile moderne. Tout ça va dépendre. Aujourd'hui, on n'utilise plus de coton. Ça, c'est une certitude. On utilise du fil polyester. On va utiliser... En fait, tout ce qui plus résistant. Voilà. En fait, on a surtout ces problématiques de résistance avec le soleil, avec l'eau salée aussi. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, on fabrique des voiles qui vont être durables. Et lorsqu'un propriétaire vient vous voir pour fabriquer une voile, quelles vont être les différentes étapes? Si je prends une voile moderne aujourd'hui, c'est pas nous qui allons la faire. Ça, c'est... moi, après, j'ai différentes entreprises avec lesquelles je travaille et surtout Technique Voile qui est à la Trinité-sur-Mer. Donc moi, je vais voir quel bateau c'est. À partir de là, je vais leur demander un devis. Et après, à moi de discuter avec le client pour savoir exactement ce qu'il veut. Parce qu'après, il peut y avoir des différentes options sur la voile. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, voilà, il valide le devis, on reçoit la voile et ça, c'est bon. À partir du moment où c'est sur de la voile traditionnelle, et c'est là où j'ai encore beaucoup besoin de mon papa, donc lui va deviser en fait un tarif de voile par rapport au travail qu'il va y avoir dessus, sachant que sur une voile aujourd'hui traditionnelle, les coutures sont faites à la machine, mais tout le reste est fait à la main. Par votre cordonnière? Par notre cordonnière, alors par Alexia, David aussi, et c'est-à-dire que les 3 personnes qu'on a aujourd'hui à l'atelier savent faire. Mais on va dire qu'aujourd'hui, Alexia passe tout son temps dans l'atelier. C'est Alexia qui va prendre le relais, coudre les voiles et coudre tout ce qui est renfort, en cuir. On va travailler avec des bouts, mais tout ça, on va le voir tout à l'heure avec elle. Bonjour Alexia. Bonjour. Vous êtes la petite fée de cet atelier, la grande fée même. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Alors moi, là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de réparer une voile qu'on nous a confiée. Donc je change les cuirs et je refais ce qu'on appelle des patacos qui vont servir à accrocher la voile sur le mât du bateau. Voilà. Vous avez une formation de cordonnière, je crois?
Oui, tout à fait. J'ai fait une formation en cordonnerie à l'AFPA à Cholet en 2011, 2013, par là. Et comment est-ce que vous êtes tombé dans le bateau? Parce que je recherchais un travail manuel sur Noirmoutier et en fin de compte, la voilerie, c'est ce qui s'accordait le mieux avec l'idée que je me faisais du travail manuel. Voilà. Dans un spot plutôt sympa, puisque on a vu sur le port ici. Oui, tout à fait. On a vu sur le port, on a une vue magnifique tous les matins, tous les soirs. On est plutôt pas mal. Alors là, vous travaillez à la main. C'est une grande partie de votre métier se fait à la main, parce que vous avez aussi des super machines à coudre là. Alors, sur tout ce qui va être vraiment voile traditionnel, on va travailler beaucoup à la main en ce qui concerne les finitions. Et après, en tout ce qui va être réparation ou voile plus moderne, on va être plus à la machine sur tout ce qui est assemblage et aussi finition à la main en fonction des types de voiles qu'on fabrique. Au fond de l'atelier, il y a une très grande machine à couture. Elle vient d'arriver, je crois. La toute neuve. On ne lui a pas encore trouvé de prénom. Donc on vient de la voir et en fait, c'est une machine qui nous permet vraiment qui est géniale, qui nous permet de tout coudre, tout faire, toutes les épaisseurs, tous les points. On est ravis de cette machine. Voilà. Ça vous change la vie. Complètement, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et là, vous êtes sur ce banc, un vieux banc, je crois, puisqu'il appartenait au grand-père Burgot. Et vous avez tout un tas d'outils, plus anciens ou plus modernes. Vous nous les montreriez un petit peu? Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir un épissoir, par exemple, qui va me permettre de faire des épissures sur des ralingues en chanvre ou autre. Je vais avoir quoi? J'ai une pince, indispensable quand on coud à la main pour tirer l'aiguille. J'ai un coupe-cordage à chaud, ce qui me permet de couper et de tous les cordages. J'ai quoi? J'ai un pointeau pour faire des trous, des pré-trous dans le cuir. J'ai quoi? J'ai un cutter classique. J'ai des petits piquets comme ça qui vont me permettre aussi de trouer ou de serrer mes poings. Autour du poignet, vous avez quoi là? J'ai une pommelle qui va me permettre de pousser l'aiguille à travers le tissu. Donc on a un petit renfort en métal, ce qui nous évite de nous trouer les mains. Et j'ai un petit garde-pouce, ce qui va me permettre de tirer mon fil pour le serrer. Voilà. Il y a une finition particulière que vous préférez? Alors moi, ce que je préfère, c'est les finitions cuir à la main. Mais ça reste mon métier de cordonnerie, je pense. Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui aimerait faire ce métier? Qu'il faut être curieux, qu'il faut se dire qu'on peut tout faire. Qu'on peut aussi bien être sur une machine, qu'on peut aussi bien être en train de coudre à la main, qu'on peut couper, qu'il ne faut pas avoir peur de travailler par terre, au sol, parce que c'est aussi notre outil principal, de travailler au sol pour tracer, dessiner, qu'il faut quand même bien aimer les maths un peu et la géométrie, parce que du coup, ça peut être intéressant. Et voilà, et qu'il ne faut pas hésiter à se lancer. Parce qu'on y prend beaucoup de plaisir. Parce qu'on y prend beaucoup de plaisir, exactement. Vous commencez par un plan? On commence toujours par un plan. Aujourd'hui, on a tous les plans, au moins de mon grand-père, à la voilerie. Et je pense qu'il doit y en avoir encore quelques-uns de mon arrière-grand-père. Le prochain travail pour moi, c'est de tout sauvegarder. D'archiver, c'est important. Ouais. Mais donc vous ne les faites pas encore à l'ordinateur? Est-ce que c'est une option? Rien n'est fait à l'ordinateur. Tout est fait à la main. Parce que ce que j'ai pas abordé tout à l'heure, c'est qu'aussi on fait donc de la voile traditionnelle et de la voile d'ombrage. Sachant qu'une voile d'ombrage va être... c'est une voile, donc on va la faire de la même manière. Pareil, on va coudre des cuirs à la main, etc. Pour l'instant, on n'informatise rien. Tous les plans sont faits à la main. Et une fois que cette voile elle est terminée, c'est vous qui allez la hisser? Bah non. Non, alors, je sais que mon père a pu, sur différents projets, pouvoir naviguer après dessus, juste ce qui permet, en fait, de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Aujourd'hui, moi, je suis encore trop novice, mais j'espère que demain, je pourrai le faire. Bien sûr. Puis on oublie que finalement, le bateau avance grâce à la voile. Enfin, c'est le cœur du bateau. Ouais, c'est le cœur du bateau. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui vont faire de la voile. Il y en a beaucoup plus qui vont faire du bateau à moteur aussi. Et vous êtes un vrai couteau suisse pour les propriétaires. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout à fait s'occuper d'un bateau à moteur comme d'un bateau à voile. Mais c'est vrai que sur la partie voilerie pure, aujourd'hui, on se rend compte que petit à petit, il faut que les enfants aiment naviguer avec des bateaux à voile pour pouvoir faire perdurer tout ça. Et ce matin, on a assisté au dématage d'un bateau. C'est une étape cruciale. Ça se fait tous les combien? Globalement, sur un mât, il faut le démater tous les 10 ans. D'accord. Et faire une révision, alors une révision, c'est surtout quelque chose de visuel au départ, c'est-à-dire que tous les ans, il ne faut pas hésiter
ou tous les 2 ans, mais tous les ans c'est bien, visuellement. C'est-à-dire que déjà, nous, assez rapidement, on peut dire, alors, je vais appeler un étai, un hauban. On adore les mots qu'on ne connaît pas ici. En fait, c'est du câble, savoir si les câbles sont abîmés ou pas. Tout ça, il faut le faire de manière régulière parce qu'en fait, un mât peut tomber et c'est dangereux. Et ce matin, justement, on a vu un de vos salariés qui grimpait en corde de rappel. Oui. C'est impressionnant, ça. Ouais. En fait, on a quelqu'un, alors on en a même plusieurs dans l'entreprise qui sont capables aujourd'hui de monter. Alors, le mât qu'on a dématé faisait 24 mètres de haut, ce qui commence à faire. Aujourd'hui, on a un équipement complet de grimpeurs, donc de grimpeurs dans les arbres. Et cet équipement-là nous sert, notre équipe a été formée pour ça, pour être complètement en sécurité, pour pouvoir monter jusqu'à 24 mètres de haut. Donc oui, effectivement, vous avez vu David monter à 24 mètres de manière très facile. Et après, tout ça est rangé et vérifié dans le garage. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a un hangar. Donc le bateau que vous avez vu, il fait... C'est un 47 pieds, donc ça commence à faire un beau bateau. Et ce bateau-là, il va être rangé, hiverné pendant 3-4 mois, ce qui va nous permettre, nous, d'avoir le temps de vérifier le mât, de vérifier aussi le bateau en lui-même, puisqu'on est missionné aussi pour vérifier tout ce qui est vanne, tout ce qui va être passe-coque, c'est-à-dire des pièces qui vont traverser la coque. Donc il faut que ça soit complètement étanche. Enfin voilà, il y a après une procédure derrière pour remettre en état ce bateau. Et il y a un chantier qui vous a particulièrement marqué? Je pense qu'il y a un chantier qui va me marquer. Pour l'instant, oui, bien sûr qu'il y a des chantiers qui m'ont marqué. Lorsqu'on fait la cancalaise, donc c'est les voiles pour un bateau de cancale. Donc là, c'est vraiment de la voile traditionnelle. Cette voile-là, elle me marque parce que je pense que la cancalaise, elle a été refaite dans les années 80. Et je suis allée à sa mise à l'eau. Donc j'étais toute petite. Et je m'en souviens encore. Et donc forcément, de revoir ces voiles à refaire dans notre atelier, forcément, ça me marque. Je pense que je vais être marquée demain parce que on va fabriquer les voiles de la Savoie. Donc la Savoie, c'est une barque qui est sur le lac Léman. Et ce bateau-là, la voile fait 160 mètres carrés. Donc c'est énorme. Et ça va être un chantier, je pense, magnifique. Et quand on dit 160 mètres carrés de voile, il y a combien de morceaux de tissu au sein de cette voile? Alors là, aujourd'hui, je suis incapable de le dire. Ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait que notre atelier fasse 25 mètres de long. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on va aller dans une autre voilerie qu'on connaît bien, qui va nous prêter le plancher pendant peut-être une nuit pour qu'on puisse couper justement toutes les laises. Parce qu'eux ont bien 25 mètres carrés et que nous n'avons pas. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir... La voile assemblée ne sera certainement jamais dépliée dans notre atelier, c'est pas possible. Mais par contre, ça ne nous empêche pas de la faire. C'est ça qui est un peu incroyable. Et l'avantage, c'est qu'on aura la surprise le jour où la voile ira directement sur le bateau. Elle sera hissée sur le bateau. Et vous travaillez avec d'autres savoir-faire sur l'île? Oui, on va travailler en partenariat avec des chantiers marines, en fait. Des charpentiers. Des charpentiers. Ouais. Parce qu'en fait, eux, ils vont par exemple refaire un mât. Sur un vieux gréement, ils vont refaire un mât en bois. Mais là, il faut qu'il y ait forcément qu'on se parle. Parce que la taille du mât doit correspondre à la voile qu'on va faire, ou vice-versa, ça dépend, suivant ce qui est demandé. Donc forcément, il y a un lien qui est vraiment présent. Et vous avez du mal à recruter et à transmettre votre savoir-faire? Oui, forcément, on a des difficultés. On a des difficultés sur la partie voilerie. Aujourd'hui, on a mis en place un système de formation qu'on a répercuté à plusieurs reprises. David est rentré, je crois, il y a à peu près 5 ans dans l'entreprise. Et on lui a fait un Prodiat, qui est en fait une formation sur mesure. Au bout d'un an, David, étant relativement formé, donc là pour le coup par mon père, a pu former Alexia derrière. Même principe, un Prodiat. Donc là, après, c'est juste de quoi on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui sera que voilier? Est-ce qu'on aura besoin de quelqu'un qui sera voilier et technicien? Et là, on recommence à nouveau à faire un programme de formation. Donc Alexia, elle était plus vraiment sur la partie voilerie.
Et puis, là, depuis 2-3 ans, on a de plus en plus de travail. Et là, on a refait un produit. Donc, du coup, c'est à nouveau David qui est le tuteur de Sébastien, donc qui est rentré en janvier dernier, il y a 1 an. Et là, on a recommencé encore une formation avec lui. Donc, on a continué à lui apprendre notre savoir-faire sur la partie voilerie et puis sur la partie technique. La problématique après, c'est qu'on n'a pas que ce métier-là, on a aussi la partie accastillage magasin et qu'aujourd'hui, c'est un gros souci. On n'arrive pas à trouver des gens qui viendraient nous aider nous aider ou travailler avec nous surtout, dans la partie accastillage. Parce qu'il faut à la fois avoir des techniques de commerciaux et à la fois bien connaître l'univers du bateau. Et la connaissance, ouais. Donc nous, aujourd'hui, on se rend compte que peut-être pour avoir quelqu'un demain, ça passe par de la formation. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on est prêt à prendre quelqu'un qui aura peut-être, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans, et qui a envie de changer de métier et qui vienne nous rejoindre parce qu'il a été vendeur avant et qu'il ne connaît pas le bateau. Mais nous, on peut le former pour ça. Ce n'est pas un problème. Mais ça, c'est vraiment un constat que font les nombreuses entreprises du patrimoine vivant qu'on est allé rencontrer. Et de dire, il n'y a pas... Opinel, par exemple, disait non, il n'y a pas d'école de coutellerie, on va les former. Jura nous a dit, on a du mal à recruter des gens qui ont envie de fabriquer des jeux. En revanche, on a 2 boulangers qui, à 35 ans, en ont eu marre d'être boulangers et sont venus se former. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on en est vraiment là. Et j'avoue, aujourd'hui, là, je suis depuis 2-3 mois en train de chercher quelqu'un sur cette partie-là. Si un auditeur nous entend, au cas où, qu'il vienne nous voir. Est-ce que pour finir cet épisode, vous nous raconteriez un souvenir d'enfance lié au bateau ? J'ai pas un meilleur souvenir que... je pense que j'ai commencé à 12 ans ou 13 ans, jusqu'à le plus tard possible, je crois que j'avais 18 ans la dernière fois que je l'ai fait, d'être bénévole aux régates du Bois de la Chaise. En fait, les régates du Bois de la Chaise, c'est au mois d'août. C'est une régate qui dure un week-end. Et c'est la rencontre de tous les vieux gréments du secteur, et même de plus loin d'ailleurs. Et c'est un moment magique, quoi. Merci Delphine. De rien. Voilà, c'est ici que s'arrête notre voyage au sein de la voilerie Burgo. J'espère vraiment que cet épisode vous a inspiré et que vous ne verrez plus vraiment les voiles avec les mêmes yeux. Merci beaucoup à Delphine, Jean-Pierre et Alexia de nous avoir accueillis dans leur atelier, à Malogeni pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. C'était un podcast De l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Fils. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire et changer le regard sur les métiers manuels. Vous pouvez vous abonner à nos comptes Instagram, Facebook et LinkedIn, ainsi qu'à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions, adhérer pour soutenir nos actions et petite faveur, si vous pouviez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, cela nous aiderait beaucoup pour nous faire connaître. Et nous, on va traverser le port pour se rendre au chantier des îlots et y découvrir le métier de charpentier marine. À très vite!